Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 15 juin 2025. Évidemment, les choses se précipitent. J'avais plein de trucs à analyser avant la frappe israélienne, mais ça va prendre le bord pour l'instant. On va se concentrer sur le problème de la Troisième Guerre mondiale et de la politique internationale. Ce qui se passe en politique intérieure américaine, on va le faire cette semaine. Il va y avoir un deuxième web journal cette semaine, même si je suis encore dans les boîtes et tout. Là, on va faire un deuxième web journal cette semaine pour parler de ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire comme web journal. Et donc, ce web journal-ci s'intitule Le jour de la marmotte parce que c'est essentiellement une réédition à plus grande échelle de ce qui s'est passé l'été dernier quand Israël avait frappé l'ambassade iranienne en Syrie et là, l'Iran avait répliqué, Israël avait répliqué, etc. J'avais tout analysé ça ici dans le syndrome de l'apocalypse. Je pense que c'est ce web journal-là, le syndrome de l'apocalypse. Et là, les gens paniquaient, disaient que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale. Et puis, moi, je disais, non, c'est du tape à l'œil. Et donc, on va... C'est difficile à croire. Je sais que c'est difficile à croire. C'est difficile parce qu'on est toujours dans l'événementiel, on est dans les sens, on n'est pas dans le raisonnement. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va faire ce qu'on fait d'habitude à Radio-Québec, c'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur, mais on ne peut pas juste prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses dans les détails. Il faut avoir la vision et à la fois la vision du mulot et la vision de l'aigle. C'est-à-dire qu'il faut regarder les micro-détails. C'est un petit peu ça, la vision de l'aigle, c'est-à-dire l'aigle a tellement une bonne vision qu'il voit les trucs comme super en HD, mais il faut aller dans les détails. C'est-à-dire, on ne peut pas juste faire du commentariat, comme beaucoup de personnes sur YouTube, là, faire du commentariat général sans regarder, avec les gros titres, sans regarder ce qui se passe dans les détails. Alors, j'ai un web journal aujourd'hui. Ça se peut qu'il soit plus court. Je vais essayer d'être extrêmement concis parce que je veux que les gens l'écoutent. J'ai lancé une invitation à d'autres personnes qui font de l'analyse pour venir, avant de se lancer dans des analyses, des élucubrations sur la géopolitique. On va juste regarder un certain nombre de faits. Et c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, un certain nombre de faits très concis. Je vais probablement, étant donné que les opérations vont continuer encore probablement un certain temps, je vais devoir refaire de l'analyse sur ce qui se passe dans cette région-là, peut-être même dimanche prochain. Cette semaine, ça va être politique intérieure américaine, mais on va en reparler. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais ça juste me concentrer sur 4 aspects et qui, selon moi, j'en défont complètement toute la trame narrative médiatique officielle, parce que là, vous dites la trame narrative médiatique, c'est pas juste les médias, il se passe réellement des choses, il y a des explosions à Tel Aviv, puis à Téhéran, les gens meurent, etc. Mais on va justement regarder ça, OK? On va regarder je sais que vous n'aimez pas ça. Est-ce que c'est une version de Dark Alexis? Je ne suis pas certain. Mais on va regarder justement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à la dernière frappe iranienne sur Tel Aviv. À titre d'exemple, c'est spectaculaire voir des missiles tomber du ciel, surtout pour les civils, parce que ça, c'est fait, c'est du globi-boulga. C'est de la purée pour les civils, c'est-à-dire c'est impressionnant, ça choque, ça frappe, c'est ça l'objectif. Shock and awe, c'est comme, et à partir du moment où on voit des missiles tomber du ciel, on dit Troisième Guerre mondiale parce qu'on a été conditionné à ça. Et à partir de ce moment-là, le processus cognitif, on met le processus cognitif de côté, on est sur l'émotif et on réagit comme ça. Or, vous savez que c'est quoi l'approche à Radio-Québec? On est beaucoup moins sur l'émotif que ça. Puis en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est du tape à l'œil pour les civils. OK? On essaie de nous faire croire que la frappe a pris l'Iran par surprise, alors que la semaine dernière, mercredi, jeudi, les États-Unis demandaient à tout le monde d'évacuer leurs ambassades au Moyen-Orient, en Jordanie, etc., en Israël. Tout de suite, il y avait on était clairement en état d'alerte. La frappe allait arriver. On était au 61e jour. Trump avait donné 60 jours à l'Iran. L'échéancier terminait. On était rendu le 61e jour. Mais c'est ça, donc parce que tout ça fonctionne seulement si on peut croire que l'Iran a été pris par surprise, OK? Donc, on va immédiatement commencer avec cette histoire de changement de régime. Il n'y aura pas de changement de régime en Iran. Il pourra avoir un changement de direction, et c'est probablement vers ça qu'on s'en va, un changement de direction, mais un changement de régime, pour ceux qui connaissent un peu la doctrine militaire,
Je parle aux gens qui connaissent la doctrine militaire, qui connaissent les réalités sur le terrain, stratégiques, etc. Il ne peut pas y avoir de changement de régime. Il n'y a jamais eu de changement de régime avec des frappes aériennes. Ça n'a jamais existé dans l'histoire militaire. Pour avoir un changement de régime, tu as besoin d'avoir des troupes au sol, comme en Afghanistan. Pour chasser les talibans en 2003, ils se sont appuyés sur les rebelles afghans. Sans les rebelles afghans, ils n'auraient jamais pu chasser les talibans. Ça prend des troupes au sol. Ça prend des troupes au sol pour avancer. Et en plus des frappes aériennes, les frappes aériennes ne peuvent pas effectuer un changement de régime. C'est la même chose avec Kadhafi. Ça prenait les rebelles de Benghazi. Sinon, il n'y avait pas de changement de régime. C'est la même chose en Irak. Si les Américains n'avaient pas débarqué des troupes, il n'y aurait pas eu de changement de régime de Saddam Hussein. Comme en 1991, ils sont arrivés là-bas avec George Bush père. C'était juste des frappes aériennes et Saddam est resté. Ça prenait des troupes au sol. Ils le savaient. Et ils ont compris ça par la suite. Même chose avec la Serbie. Quand les Américains ont bombardé la Serbie en 1999, les bombardements aériens, c'est très bien. Là, ça fait beaucoup de dommages, mais ça n'enlève pas... c'était quoi, Milosevic à l'époque là, du pouvoir. Ça prend des troupes sur le terrain. Ils avaient Lučeka. Hein, les troupes de Lučeka, du Kosovo, qui avançaient, etc. etc. Okay? Donc, même chose avec Assad. Assad, il faut voir ce web journal-là parce que c'est un peu, tout ça participe d'un grand ensemble de reconfiguration complète du Moyen-Orient. Je dis Moyen-Orient, c'est Proche-Orient en français aussi, c'est Proche et Moyen-Orient, disons Moyen-Orient pour faire simple. Et donc, j'ai bien expliqué dans ce web journal-là que Assad était parti de son plein gré sans avoir tiré une balle, sans s'être battu, etc. On avait bien expliqué ça. C'est un peu s'il y a un changement de direction en Iran, ça va pas être, ça prenait des troupes au sol, encore une fois, là, je veux dire, avec le départ d'Assad. Il y a eu un changement de direction en Arabie Saoudite, et je l'ai expliqué dans Donald d'Arabie, c'est-à-dire quand Trump est allé en 2017, il allait rencontrer le roi Ben Salman. 2 semaines après, le roi a abdiqué en faveur de son fils, qui était un réformateur. Et c'est ça que Trump voulait pour reconfigurer la carte du Moyen-Orient. Et on s'en va probablement vers ça ici, c'est-à-dire qu'avec ce qui se passe, c'est probablement, tout ça est probablement le catalyseur d'un changement en Iran, mais ça ne sera pas un changement de régime, ça va être un changement de direction, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du gouvernement des Mollahs, il y a différentes factions, plus ou moins progressistes, etc. Et il va probablement y avoir de plus en plus de places qui vont être faites aux progressistes à l'intérieur de l'Iran. C'est le pattern qu'on voit un peu partout. Quand tu regardes la Syrie, quand tu regardes l'Arabie Saoudite, tu regardes un peu partout, là, une reconfiguration dans je pourrais dire, pas l'identité, mais il y a des modifications culturelles ou essentiellement politico-culturelles qui sont à l'œuvre pour refaire la carte. Et tout ça avec la promesse d'accords commerciaux et de... Donnez-moi une seconde. Avec la promesse d'accords commerciaux et, par exemple, d'énergie libre, les trucs au thorium, etc., etc., développement économique. Trump l'a dit à l'Iran. Il l'a dit qu'il voulait la prospérité pour ce pays-là, okay, mais qu'il fallait qu'il y ait des changements. Et donc, ce qu'il veut, ce n'est pas un changement de régime. C'est ce que les Israéliens veulent, c'est un changement de régime. Mais ce dont Trump parle, c'est un accord. Et hier, je pense que c'est hier, il a publié sur Truth Social ici, justement, il a répété qu'il voulait un accord. Il avait donné 60 jours à l'Iran pour un accord et il a répété, encore une fois, qu'il voulait y arriver par la voie d'un accord. Et donc là, on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans une logique de changement de régime. On est dans une logique de changement de direction en Iran. Il va y avoir des changements. Ça ne sera pas un changement de régime comme les changements de régime auxquels on est habitué. Donc, il dit dans son tweet, l'Iran et Israël devraient conclure un accord et le feront, dit Donald Trump. Comme j'ai convaincu l'Inde et le Pakistan de le faire, dans un cas en utilisant le commerce avec les États-Unis pour insuffler raison. Imaginez si l'Iran avait la capacité de faire du commerce développer son marché, avoir accès au marché américain, puis avoir des réacteurs nucléaires au thorium, là, pas de possibilité de nucléaire militarisé. Il y aurait comme des impacts économiques incroyables pour l'Iran. Et donc, il conclut ici de même,
Nous aurons bientôt la paix entre Israël et l'Iran. De nombreux appels et réunions ont lieu actuellement. Je fais beaucoup et je ne suis jamais reconnu pour ce que ce soit, mais ce n'est pas grave. Les gens comprennent. Redonnons au Moyen-Orient sa grandeur. Make Middle East great again. Make Middle East great again. Donc, on s'en va vers une libéralisation. Quand on dit Make Middle East great again, pensez juste à l'Iran des années 70 avant l'arrivée du Shah, avant l'arrivée, je veux dire, de l'Ayatollah. Il y avait beaucoup plus, on voyait les femmes avec les cheveux à l'air, etc. Donc, mais pour ça, le régime, c'est un régime conservateur. Et le régime conservateur ne peut pas juste comme accepter, consentir, etc. Il y a besoin d'être aussi pour sa politique intérieure, poussée dans cette direction-là. Et c'est de cette façon-là que je vois les opérations. Rappelez-vous aussi ce que Thierry Messant disait, c'est-à-dire qu'il y avait j'avais expliqué ça dans le syndrome de l'Apocalypse, j'avais montré le clip où il disait que ils s'entendaient passablement bien. Les conservateurs en Iran, au pouvoir, l'ayatollah, Khamenei et les conservateurs, Netanyahou en Israël, il y avait des coups de fil réguliers, des échanges, etc. Et donc, il y avait comme... Ça, c'était lors des dernières frappes. Là, donc, il disait que c'était des frappes tape à l'œil. Et après ça, les gens ont compris cette semaine, avant la frappe, qu'est-ce qui se passait avec Elon Musk et Donald Trump, la fameuse RICS, qui n'était pas une RICS, qui était une fausse chicane, que tout le monde a compris, que Radio-Québec a expliqué depuis 7 ans. Et les gens ont compris ça, mais il y a le même genre de truc, même genre de fausse chicane à l'international. On a juste à penser à Trump Kim, etc., etc. Et là, ici, c'est un peu de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bombes qui sautent, il y a peut-être même des morts, mais les cibles sont convenues à l'avance et les frappes n'ont pas d'impact stratégique profond.